Dans l'univers feutré et pourtant si cruel de Un si grand soleil, tout commence cette semaine par une impression trompeuse de calme. Les journées s'enchaînent à Montpellier avec une normalité presque insolente, comme si les drames à venir avaient décidé de se tapir dans l'ombre avant de frapper. Rien ne semble encore visible, et pourtant, déjà, les lignes bougent, les consciences vacillent, et certaines décisions, prises presque à voix basse, vont sceller des destins que personne ne soupçonne encore. Claire, fatiguée par les épreuves récentes, traverse les couloirs de l'hôpital avec ce mélange de dignité et de fragilité qui la caractérise depuis toujours. Chaque pas résonne comme un rappel de ce qu'elle a failli perdre, sa liberté, sa réputation, et surtout l'équilibre précaire qu'elle s'efforce de reconstruire. Dans son regard, il y a encore l'ombre de la peur, mais aussi une détermination nouvelle, presque farouche, née du sentiment d'avoir frôlé l'injustice ultime. C'est dans ce contexte que ses pensées reviennent, malgré elle, vers Florent. Elle ne cherche pas à les provoquer, elle s'impose à elle, comme un vieux réflexe que l'on croyait effacé. Les souvenirs affluent sans prévenir, une complicité ancienne, des silences lourds de sens, et cette impression persistante qu'une histoire inachevée continue de peser sur le présent. Claire lutte intérieurement contre cette nostalgie, consciente qu'y céder serait rouvrir des plaies à peine refermées. Lorsqu'elle se confie à Dimitri, les mots sortent avec difficulté, comme si les prononcer revenait à leur donner trop d'importance. Elle admet penser encore à Florent, sans phare, sans mise en scène, simplement parce que le mensonge serait inutile. Dimitri l'écoute, attentif, percevant dans cette confession moins un désir qu'un besoin de comprendre ce qui, au fond, n'a jamais été totalement réglé. Claire ne cherche pas d'approbation, seulement un espace où déposer ce poids invisible qui l'accompagne depuis trop longtemps. Pendant ce temps, Cécile sent grandir en elle un malaise diffus. Elle n'a pas de preuves, seulement des intuitions, mais elles suffisent à troubler son sommeil et à rendre chaque geste plus lourd. Elle observe Florent avec une attention nouvelle, presque inquiète, cherchant dans ses paroles ou ses silences la confirmation de ce qu'elle redoute. L'amour, chez elle, se mêle à la peur de perdre, et cette peur devient peu à peu impossible à ignorer. C'est ainsi que Cécile prend la décision d'affronter Claire. Le lieu n'est pas choisi au hasard. La sortie de l'hôpital, cet espace de transition où l'on quitte la blouse pour redevenir soi-même, semble propice à la vérité. L'air est froid, chargé d'une tension que les passants ne perçoivent pas. Lorsque leurs regards se croisent, un instant suspendu s'installe, comme si chacune évaluait ce que l'autre représente réellement dans sa vie. Claire comprend immédiatement ce qui se joue. Elle voit la détermination dans les yeux de Cécile, mais aussi une vulnérabilité qu'elle reconnaît trop bien. La confrontation est directe, sans détours inutiles, et la question tombe, lourde, presque brutale. Claire hésite une fraction de seconde, consciente que la vérité pourrait tout faire basculer. Puis elle choisit de mentir. Non par lâcheté, mais par protection. Elle affirme que Florent n'a été qu'un soutien, un ami présent dans un moment difficile, rien de plus. Ce mensonge, pourtant, n'est pas anodin. Il s'inscrit comme une pierre de plus dans un édifice fragile, et Claire le sait. En protégeant Florent, elle accepte de porter seule le poids de cette ambiguïté, convaincue que c'est le prix à payer pour éviter une souffrance plus grande. Cécile, troublée, semble vouloir la croire, même si le doute ne disparaît pas totalement. Elle repart avec cette réponse comme avec un pansement posé sur une blessure encore vive. Dans un tout autre registre, l'affaire judiciaire qui a tant pesé sur Claire connaît un retournement inattendu. Picard, après avoir longuement examiné les failles du dossier, reconnaît l'inconsistance des accusations. Cette décision tombe comme un couperet, mettant fin à des semaines de tension et d'angoisse. Les charges sont abandonnées, l'affaire classée, laissant derrière elle un sentiment étrange de soulagement mêlé d'incompréhension. Florent, lui, reçoit la nouvelle avec stupeur. Il s'attendait à tout, sauf à cette conclusion aussi brutale. Cette issue le confronte à ses propres contradictions, la loyauté qu'il a éprouvée envers Claire, les limites qu'il a franchies, et la nécessité désormais de faire face à ses actes. Il comprend que continuer à se taire serait une trahison de plus, et que le temps est venu de choisir la transparence, coûte que coûte. Il décide alors de parler à Cécile. La conversation est difficile, chargée d'émotions retenues et de vérités longtemps dissimulées. Florent avoue son rapprochement avec Claire, la tentation de laisser renaître quelque chose qu'il croyait enfoui. Les mots sont maladroits, parfois douloureux, mais ils sont sincères. Cécile écoute, le cœur serré, oscillant entre la colère et la tristesse, consciente que cette confession marque un tournant irréversible. Contre toute attente, elle choisit le pardon. Non par faiblesse, mais par lucidité. Elle comprend que cette parenthèse, aussi troublante soit-elle, appartient au passé, et qu'y rester attaché ne ferait que prolonger la souffrance. Ensemble, ils décident de refermer ce chapitre, définitivement.
Ce n'est pas un retour en arrière, mais une avancée lucide vers un avenir qu'il souhaite reconstruire sur des bases plus solides. Alors que ce premier nœud se dénoue, une autre intrigue se met en place, plus sombre, plus sournoise. Sibylle, jusqu'alors restée dans l'ombre, apparaît comme la véritable instigatrice du braquage de la bijouterie. La précision de ses gestes, la froideur avec laquelle elle distribue l'argent à ses complices, témoignent d'une détermination sans faille. Elle ordonne la destruction du scooter, persuadée d'effacer ainsi toute trace compromettante. Mais le hasard, ou peut-être la vigilance d'une simple témoin, en décide autrement. Clémence, présente au mauvais moment, a le réflexe de photographier la scène. Les visages, la plaque d'immatriculation, tout est capturé dans un instant qui va bouleverser le cours de l'enquête. Élise, méthodique et tenace, remonte rapidement la piste jusqu'au local de Sibylle, déjà connu des services pour des affaires de recel. Picard ne tarde pas à réagir. Une surveillance constante est mise en place, accompagnée d'écoutes téléphoniques destinées à identifier les ramifications de ce réseau. Chaque appel, chaque déplacement est désormais scruté, dans l'espoir de remonter jusqu'au commanditaire ultime. L'atmosphère se charge d'une tension nouvelle, où chaque faux pas pourrait être fatal. Mais c'est ailleurs que se joue le drame le plus glaçant de cette semaine. Charlotte, encore adolescente, évolue dans un quotidien en apparence banal, partagé entre le lycée, les amis et les rêves propres à son âge. Rien ne laisse présager la spirale infernale dans laquelle elle va être entraînée. Sa rencontre avec Sacha s'inscrit d'abord dans une normalité trompeuse, faite de messages, de confidences, et d'une attention qui flatte son besoin de reconnaissance. Peu à peu, les échanges prennent une tournure plus ambiguë. Les photos deviennent plus personnelles, puis la proposition de se filmer ensemble s'impose, insidieuse. Charlotte hésite, ressent un malaise qu'elle n'arrive pas à formuler clairement. Mais Sacha sait trouver les mots justes, jouer sur la culpabilité, sur la peur de décevoir, sur l'illusion d'un lien privilégié. Chaque refus est retourné contre elle, transformé en preuve de son manque de confiance. Le bracelet qu'il lui offre semble d'abord anodin, presque tendre. En réalité, il marque une étape supplémentaire dans l'emprise qu'il exerce sur elle. Charlotte le porte comme un symbole ambigu, à la fois rassurant et oppressant, sans comprendre encore qu'il scelle un pacte invisible. Elle sent confusément qu'elle s'éloigne d'elle-même, mais n'ose pas rompre ce fil devenu trop serré. À ce stade, rien n'est encore explicitement formulé, et pourtant tout est déjà en place. L'innocence de Charlotte se fissure, remplacée par une inquiétude sourde qui l'accompagne jusque dans ses silences. Autour d'elle, personne ne perçoit réellement l'ampleur de ce qui se joue. Les sourires sont là, les gestes du quotidien continuent, tandis que l'ombre de Sacha s'étend, patiente et méthodique. Ainsi s'achève cette première partie, sur une impression de bascule imminente. Les apparences sont encore intactes, mais les fondations se fragilisent. Chacun avance, convaincu de maîtriser la situation, ignorant que certains choix, déjà posés, rendront bientôt tout retour en arrière impossible. À mesure que les jours passent, une sensation d'inconfort s'installe, presque imperceptible au départ, mais suffisamment persistante pour troubler ceux qui y sont exposés. Rien n'explose encore, rien ne se brise ouvertement, et pourtant, dans les interstices du quotidien, quelque chose se dérègle. Les personnages avancent comme sur un sol légèrement instable, convaincus de pouvoir garder l'équilibre, sans réaliser que la chute a déjà commencé, lentement, méthodiquement. Charlotte, au lycée, donne l'illusion d'une adolescente comme les autres. Elle écoute en cours, rit avec ses camarades, échange quelques mots avec Noura, parfois un peu trop sèchement, parfois avec une nervosité qu'elle ne parvient pas à dissimuler. Son corps est présent, mais son esprit semble ailleurs, captif d'un fil invisible qui la ramène sans cesse vers Sacha. Les images, les messages, les silences entre deux notifications occupent désormais une place disproportionnée dans ses pensées. Elle se surprend à consulter son téléphone avec une fébrilité nouvelle, comme si chaque vibration pouvait à la fois la rassurer et la terroriser. Lorsqu'aucun message n'arrive, un sentiment de manque l'envahit, immédiatement suivi d'une culpabilité sourde, celle de se sentir dépendante de quelqu'un qui, au fond, la met profondément mal à l'aise. Cette contradiction la fatigue, l'épuise même, mais elle n'arrive pas à la formuler, encore moins à la partager. Dans ses échanges avec Sacha, le ton change subtilement. Les mots deviennent plus pressants, les sous-entendus plus lourds. Il se présente comme celui qui comprend tout, celui qui l'écoute vraiment, à la différence des autres. Chaque hésitation de Charlotte est retournée contre elle, interprétée comme un manque de maturité ou de confiance. Il ne crie pas, ne menace pas ouvertement, mais instille le doute avec une précision chirurgicale. Charlotte commence à douter de ses propres limites. Elle se demande si son malaise n'est pas une exagération, si son refus n'est pas une forme d'ingratitude envers quelqu'un qui, après tout, lui accorde tant d'attention.
Cette remise en question constante fragilise peu à peu sa capacité à dire non. Elle cède sur des détails, puis sur des choses plus importantes, convaincue qu'il vaut mieux éviter le conflit que risquer de perdre ce lien devenu central. Le bracelet, toujours à son poignet, devient un rappel permanent de cette relation déséquilibrée. Elle le touche machinalement lorsqu'elle est nerveuse, comme on s'accroche à une bouée, sans réaliser qu'elle est en train de couler. Ce simple objet prend une valeur symbolique immense, à la fois marque d'appartenance et de soumission, qu'elle n'ose pas retirer de peur de provoquer une réaction qu'elle redoute sans savoir exactement pourquoi. À la maison, Sohan et Marie-Sophie remarquent bien quelques changements. Charlotte est plus silencieuse, plus irritable aussi. Elle mange moins, se replie dans sa chambre, prétextant le travail scolaire ou la fatigue. Les parents attribuent ces comportements aux tourments habituels de l'adolescence, rassurés par l'idée qu'il s'agit d'une phase passagère. Ils ne voient pas encore la détresse qui se cache derrière ces attitudes, ni l'urgence de ce qui se joue. Pendant ce temps, Sacha affine sa stratégie. Il sait attendre, mesurer ses gestes, doser la pression. Il alterne moments de douceur apparente et phases de retrait calculé, laissant Charlotte dans un état d'incertitude constant. Lorsqu'elle tente de reprendre un peu de distance, il revient avec des paroles rassurantes, presque tendres, qui la désarment aussitôt. Cette alternance crée une dépendance émotionnelle de plus en plus forte. Le basculement s'opère sans fracas, un soir ordinaire, lorsque Charlotte accepte de le rejoindre chez lui malgré une appréhension diffuse. Elle se promet que ce sera rapide, qu'elle repartira dès qu'elle se sentira mal à l'aise. Mais une fois sur place, le cadre familier devient oppressant. Les murs semblent se refermer, l'air se faire plus lourd. Sacha se montre d'abord attentionné, presque affectueux, comme pour effacer ses propres excès passés. Puis, insensiblement, la situation lui échappe. Lorsqu'elle exprime son désir de rentrer, il insiste, minimise ses peurs, lui rappelle ce qu'ils ont déjà partagé, ce qu'elle lui doit. Charlotte sent monter une panique qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Ses mots se heurtent à un mur, ses gestes sont retenus, et le temps semble se distordre, étirant chaque seconde dans une lenteur insupportable. Lorsqu'elle quitte enfin l'appartement, c'est dans un état de sidération totale. Elle marche sans vraiment voir où elle va, le regard vide, comme déconnectée de son propre corps. Dans le tram qui la ramène chez elle, les visages autour d'elle lui paraissent lointains, presque irréels. Elle se sent sale, coupable, confuse, incapable de mettre des mots sur ce qu'elle vient de subir. Le monde continue de tourner, indifférent à son effondrement intérieur. Les jours suivants, le traumatisme s'impose à elle avec violence. Les images reviennent en boucle, s'invitant dans ses pensées sans prévenir. Elle dort mal, sursaute au moindre bruit, évite les regards. En classe, son malaise devient visible lorsqu'elle fait un malaise, incapable de supporter plus longtemps la pression intérieure. Pourtant, lorsqu'on lui demande ce qui ne va pas, elle se mure dans le silence. Ce silence n'est pas un choix réfléchi, mais une réaction de survie. Charlotte a peur de ne pas être crue, peur de provoquer un scandale, peur aussi de reconnaître pleinement ce qui s'est passé. Elle préfère se persuader qu'en n'en parlant pas, tout finira par s'estomper. Mais cette stratégie se révèle illusoire, car Sacha n'a aucune intention de la laisser reprendre le contrôle. Il réapparaît, comme si de rien n'était, avec une assurance déconcertante. Il se comporte comme si leur relation était intacte, normale, presque enviable. Malgré son mal-être évident, Charlotte se retrouve une nouvelle fois sous son influence. Il sait appuyer là où ça fait mal, raviver la culpabilité, rappeler subtilement les conséquences possibles d'une rupture brutale. Cette reprise de contact achève de la désorienter. Elle se sent prisonnière d'un engrenage dont elle ne voit pas l'issue. Chaque tentative de résistance se solde par un sentiment d'échec, renforçant l'idée qu'elle n'a plus vraiment le choix. L'emprise est désormais totale, invisible aux yeux des autres, mais écrasante pour elle. Pendant ce temps, Manu, de son côté, continue son travail sans imaginer un seul instant qu'il sera bientôt impliqué dans cette histoire d'une manière aussi violente. Il croise Charlotte à plusieurs reprises, remarque son air fatigué, son comportement inhabituel, mais ne fait pas immédiatement le lien. Pour lui, elle reste une adolescente en difficulté, rien de plus, et certainement pas une menace ou une manipulatrice. Ainsi, sans que personne ne s'en rende compte, les pièces du puzzle se mettent en place. Charlotte s'enfonce dans un silence de plus en plus lourd, Sacha tire les ficelles avec une précision glaçante, et les adultes autour d'eux avancent, inconscients du drame qui se prépare. Tout semble encore réversible, mais en réalité, le point de non-retour est déjà franchi. À ce stade, quelque chose s'est définitivement brisé chez Charlotte, même si personne autour d'elle ne parvient encore à le nommer. Elle continue d'aller au lycée, de répondre quand on l'interpelle, de hocher la tête comme on l'attend d'elle, mais son regard a changé. Il est plus sombre, plus absent,
comme si une partie d'elle-même était restée coincée ailleurs, dans un moment qu'elle n'arrive ni à fuir ni à affronter. Les nuits sont devenues un territoire hostile. Charlotte se réveille en sursaut, le cœur battant, envahie par des images qui reviennent sans prévenir. Elle se lève parfois, marche dans sa chambre, touche machinalement le bracelet à son poignet avant de s'arrêter net, prise d'un dégoût soudain. Elle pense à l'enlever, à le jeter, mais quelque chose la retient toujours. La peur, la confusion, ou peut-être cette voix insidieuse qui lui murmure qu'elle a déjà trop laissé faire pour pouvoir revenir en arrière. Au lycée, la tension devient palpable. Noura, plus attentive que les autres, remarque que Charlotte s'isole davantage. Leurs échanges se font plus rares, plus secs aussi. Noura tente parfois de la provoquer, de la faire réagir, sans comprendre que cette distance n'est pas un caprice mais une carapace. Charlotte n'a plus l'énergie de jouer un rôle, encore moins d'expliquer ce qu'elle ne comprend pas elle-même. Sacha, lui, continue d'agir dans l'ombre. Il ne la harcèle pas ouvertement, il n'en a plus besoin. Il sait qu'il est déjà installé dans sa tête, dans ses peurs, dans sa honte. Ses messages sont espacés, calculés, toujours suffisamment ambigus pour maintenir une emprise sans laisser de traces évidentes. Lorsqu'elle tente de ne pas répondre, une angoisse immédiate la submerge, comme si le silence était plus dangereux encore que le contact. C'est dans cet état de fragilité extrême que survient le voyage scolaire. Pour les adultes, il s'agit d'une parenthèse éducative, d'un moment de cohésion et de découverte. Pour Charlotte, c'est une source supplémentaire d'angoisse. Elle redoute la promiscuité, les nuits hors de chez elle, l'impossibilité de se réfugier dans un espace familier. Chaque détail devient une épreuve silencieuse qu'elle affronte sans rien laisser transparaître. La tension avec Noura éclate lors d'une dispute apparemment banale. Les mots échangés sont maladroits, parfois cruels, et Charlotte sent une colère sourde monter en elle. Ce n'est pas vraiment contre Noura qu'elle s'emporte, mais contre tout ce qu'elle n'arrive plus à contenir. L'incompréhension est totale, et la rupture entre elles se fait brutalement, sans possibilité immédiate de réparation. C'est alors que Charlotte prend une décision impulsive, presque irréfléchie. Elle quitte le groupe, s'éloigne sans prévenir, guidée par une urgence intérieure qu'elle ne contrôle plus. La fugue n'est pas planifiée, elle répond à un besoin viscéral de fuite, de retour à un endroit qu'elle associe encore à une forme de sécurité. Elle rentre seule à Montpellier, en stop, dans une errance qui accentue encore son sentiment de vulnérabilité. Le trajet est long, éprouvant. Chaque voiture qui s'arrête est une source d'angoisse supplémentaire, mais Charlotte n'a plus la force de reculer. Elle avance, comme portée par une détermination désespérée, persuadée qu'une fois rentrée chez elle, tout ira mieux. Cette conviction fragile est la seule chose qui la maintient debout pendant ces heures suspendues. Une fois arrivée, le soulagement est de courte durée. La maison est silencieuse, trop silencieuse. Charlotte se sent envahie par un vide écrasant, et c'est dans cet état qu'elle décide d'appeler Manu. Elle le connaît, elle sait qu'il est bienveillant, rassurant, et surtout extérieur à tout ce qui l'a conduite jusqu'ici. Elle lui demande de passer, simplement pour être rassurée, sans mesurer les conséquences de cette demande. Manu accepte sans hésiter. Pour lui, il s'agit d'un geste humain, presque banal, envers une adolescente en difficulté. Lorsqu'il arrive, il adopte une attitude calme, posée, cherchant à apaiser Charlotte sans l'envahir. Il l'écoute, lui parle avec douceur, tente de comprendre ce qui la pousse à se retrouver seule dans cet état. Rien, dans son comportement, ne laisse place à la moindre ambiguïté. Charlotte, pourtant, est ailleurs. Pendant qu'il parle, son esprit fonctionne à toute vitesse. Une idée s'impose à elle, d'abord floue, puis de plus en plus précise. Elle repense à Sacha, à ses paroles, à ses insinuations, à cette logique déformée qu'il a patiemment installée en elle. Elle observe Manu, son uniforme, sa veste, et un détail attire son attention. Dans un geste presque imperceptible, elle arrache un bouton de sa veste. Le mouvement est discret, maîtrisé, comme s'il avait été répété 1000 fois dans sa tête. Manu ne remarque rien. Il continue de parler, convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait en venant. Charlotte, elle, serre le bouton dans sa main, le cœur battant, consciente d'avoir franchi une limite sans encore en mesurer toute la portée. Après son départ, le silence retombe, plus lourd que jamais. Charlotte reste seule, le bouton posé devant elle comme une preuve muette. Elle ne pleure pas, ne crie pas. Elle est étrangement calme, presque détachée, comme si la décision avait déjà été prise ailleurs, en dehors d'elle-même. Le mécanisme est enclenché, et il lui semble désormais impossible de l'arrêter. Dans l'ombre, Sacha n'est jamais loin. Même absent physiquement, il continue d'influencer ses pensées, de guider ses actes. Charlotte ne se vit plus comme une simple victime, mais comme quelqu'un qui doit agir, se protéger, quitte à mentir, quitte à détruire. Cette transformation silencieuse est la plus inquiétante de toutes,
car elle brouille définitivement la frontière entre ce qu'elle subit et ce qu'elle s'apprête à faire. Ainsi se referme cette étape cruciale, où la fuite, la peur et la manipulation convergent vers un point de rupture. Charlotte a posé le premier acte d'un mensonge aux conséquences incalculables, tandis que Manu, totalement inconscient de ce qui se trame, reprend sa route, ignorant qu'il vient d'entrer malgré lui dans un cauchemar qui va bientôt éclater au grand jour. Le lendemain s'ouvre dans une atmosphère lourde, presque suffocante, comme si l'air lui-même pressentait la violence de ce qui s'apprête à éclater. Charlotte se réveille avec une étrange lucidité. Il n'y a plus de panique brute, plus de tremblements incontrôlés, seulement une détermination froide qui la surprend elle-même. La nuit n'a pas apaisé ses pensées, elle les a ordonnées. Le bouton arraché à la veste de Manu repose là, discret, banal, mais chargé d'un pouvoir qu'elle commence à mesurer. Face à Sohan et Marie-Sophie, Charlotte adopte une attitude qu'ils ne lui connaissent pas. Elle est calme, presque trop calme. Son regard est fixe, sa voix posée, comme si chaque mot avait été longuement répété avant d'être prononcé. Lorsqu'elle commence à parler, ils comprennent immédiatement que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Ce qu'elle annonce dépasse de loin leurs craintes les plus sombres. Elle accuse Manu d'agression. Les mots tombent, nets, sans détour, et créent un silence glaçant dans la pièce. Sohan reste figé, incapable de réagir, tandis que Marie-Sophie sent le sol se dérober sous ses pieds. Aucun d'eux n'imagine une seule seconde que Charlotte puisse mentir sur un sujet aussi grave. Ils voient dans son regard une détresse qu'ils interprètent comme la preuve ultime de ce qu'elle affirme. Charlotte ne se lance pas dans un récit détaillé. Elle distille les informations avec parcimonie, laissant l'imagination combler les vides. Ce flou apparent rend son accusation encore plus crédible, plus difficile à contester. Lorsqu'elle sort le bouton, la tension atteint un sommet. L'objet devient une preuve silencieuse, presque incontestable, qui scelle la conviction de ses parents. Marie-Sophie se brise. La culpabilité la submerge, celle de n'avoir rien vu, rien compris, de n'avoir pas protégé sa fille. Sohan, lui, oscille entre la colère et l'incrédulité. Manu est un policier respecté, quelqu'un en qui il avait confiance, et pourtant, face à la certitude apparente de Charlotte, le doute n'a plus sa place. Le réflexe parental l'emporte sur toute autre considération. Très vite, la décision est prise de signaler les faits. Le mécanisme judiciaire s'enclenche avec une rapidité implacable. Charlotte est entendue, entourée d'adultes qui prennent ses paroles au sérieux, qui la protègent, la rassurent. Elle se glisse dans ce rôle avec une aisance troublante, comme si elle avait déjà intégré ce récit à sa propre identité. Chaque question trouve une réponse mesurée, cohérente, renforçant la solidité de son accusation. Pendant ce temps, Manu est convoqué. Il ne comprend pas immédiatement la gravité de la situation. Lorsqu'il apprend ce dont on l'accuse, le choc est total. L'incrédulité laisse rapidement place à une angoisse sourde. Il repasse mentalement chaque instant passé avec Charlotte, chaque mot prononcé, chaque geste, cherchant désespérément ce qui aurait pu être interprété de travers. Il ne trouve rien, et cette absence de réponse le déstabilise encore davantage. Au commissariat, l'atmosphère est tendue. Les regards changent, certains deviennent fuyants, d'autres ouvertement méfiants. Manu sent son statut se fissurer, sa réputation vaciller. Même ceux qui le connaissent bien sont contraints de prendre de la distance, par prudence, par devoir. La machine institutionnelle n'a pas d'état d'âme, elle avance, écrasant tout sur son passage. Charlotte, de son côté, est désormais enfermée dans sa propre version des faits. Chaque fois qu'elle la répète, elle s'en éloigne un peu plus de la réalité, mais aussi de sa culpabilité. Elle se persuade qu'elle n'a pas vraiment le choix, que cette accusation est une forme de protection, une manière de reprendre le contrôle après l'avoir perdu si violemment. Cette rationalisation lui permet de tenir, de ne pas s'effondrer. Dans l'ombre, l'influence de Sacha est toujours présente, même s'il n'apparaît pas directement. Ses paroles résonnent dans l'esprit de Charlotte, l'encourageant implicitement à aller jusqu'au bout. Il a semé l'idée que la vérité est malléable, que le plus important est de survivre, peu importe le prix. Cette logique perverse guide désormais ses actes, la transformant peu à peu en instrument d'un plan qui la dépasse. L'affaire commence à se répandre, d'abord par bribes, puis de façon plus insistante. Les murmures circulent, les regards se croisent, et le nom de Manu devient synonyme de soupçon. Pour lui, chaque heure qui passe est une descente aux enfers. Il se sent isolé, incompris, piégé dans un cauchemar dont il ne voit pas l'issue. Sa confiance dans le système, dans la justice, vacille dangereusement. À la maison, Sohan et Marie-Sophie tentent de soutenir leur fille, mais l'équilibre familial est profondément ébranlé. La douleur se mêle à la colère, l'amour à la peur. Ils veulent croire Charlotte, la protéger coûte que coûte, sans réaliser qu'ils sont eux-mêmes pris dans une manipulation bien plus vaste.
Leur certitude devient une arme involontaire, renforçant encore la portée de l'accusation. Ainsi, l'affaire bascule dans une dimension publique, irréversible. Ce qui n'était au départ qu'un drame intime se transforme en scandale potentiel, exposant chacun à un jugement collectif impitoyable. Les rôles semblent clairement définis, une victime, un coupable désigné. Et pourtant, derrière cette apparente simplicité, la vérité reste enfouie, déformée, prête à exploser au moment le plus inattendu. À mesure que l'enquête progresse, l'atmosphère se densifie, comme si chaque respiration devenait plus difficile à prendre. Rien n'est encore officiellement remis en cause, mais des fissures apparaissent là où l'on croyait le récit solide. Elles sont discrètes, presque imperceptibles, et pourtant suffisantes pour troubler ceux qui regardent d'un peu trop près. La vérité ne se montre pas encore, elle se suggère, se glisse dans les détails, dans les incohérences minuscules que seule une attention obsessionnelle permet de relever. Pour Manu, l'attente devient une épreuve quotidienne. Suspendu à chaque convocation, à chaque regard échangé au commissariat, il sent la pression s'exercer avec une violence croissante. Il n'est plus seulement un policier confronté à une accusation, mais un homme dont l'identité même est remise en cause. Les murs de son appartement lui semblent plus étroits, les silences plus pesants, et les nuits s'étirent dans une insomnie peuplée de scénarios catastrophes. Il repense sans cesse à cette soirée chez Charlotte, aux mots qu'il a choisis avec précaution, aux gestes qu'il a mesurés. Rien ne colle avec l'image que l'on cherche désormais à lui imposer. Cette dissonance nourrit à la fois sa colère et son désespoir. Il se sent trahi par une situation absurde, pris au piège d'un mensonge qu'il ne comprend pas encore, mais dont il pressent l'origine manipulatrice. Du côté de Charlotte, la tension est d'une autre nature. Elle n'attend pas, elle redoute. Chaque question posée par les enquêteurs résonne comme une menace potentielle. Elle répond avec assurance, mais cette assurance est fragile, construite sur une répétition constante du même récit. Plus elle le raconte, plus il s'imprime en elle, brouillant progressivement la frontière entre ce qui a été vécu et ce qui a été inventé. Pourtant, cette mécanique commence à lui coûter. La culpabilité s'infiltre dans ses pensées à des moments inattendus, la surprenant dans un regard, dans une question trop précise, dans un silence un peu trop long. Elle se surprend parfois à douter, à se demander si elle pourra tenir jusqu'au bout sans s'effondrer. Mais aussitôt, l'image de Sacha s'impose à elle, comme un rappel brutal de ce qu'elle risque si elle recule. L'enquête, elle, avance avec méthode. Certains détails attirent l'attention, sans pour autant suffire à renverser la situation. Le bouton de la veste, par exemple, est examiné avec soin. Il est bien réel, bien arraché, mais son existence seule ne permet pas d'établir une agression. Ce flou crée un malaise, une zone grise qui oblige les enquêteurs à élargir leur regard, à ne pas se contenter d'une version unique. Peu à peu, des questions émergent autour du comportement de Charlotte avant et après les faits. Son état psychologique, son malaise au lycée, son malaise en cours, autant d'éléments qui prennent une nouvelle dimension lorsqu'ils sont replacés dans une chronologie plus large. Rien n'est encore formulé ouvertement, mais l'idée que la situation puisse être plus complexe qu'elle n'y paraît commence à circuler, discrètement. Cette complexité met tout le monde sous tension. Sohan et Marie-Sophie sentent bien que quelque chose leur échappe. Ils continuent de soutenir leur fille, mais l'angoisse s'ajoute désormais à la colère. Ils redoutent qu'on ne la croie plus, qu'on cherche à minimiser ce qu'elle affirme avoir subi. Cette peur renforce leur détermination, les poussant à se montrer plus protecteurs encore, parfois au détriment de toute remise en question. Charlotte, prise entre ces attentes contradictoires, se sent écrasée. Elle doit être à la fois la victime crédible et la fille rassurante, celle qui tient bon malgré l'épreuve. Cette double contrainte accentue son épuisement. Elle somatise, se plaint de maux diffus, dort mal, mange peu. Son corps parle à sa place, exprimant une détresse qu'elle refuse de reconnaître pleinement. Dans l'ombre, Sacha observe. Il ne se manifeste pas directement, mais son influence continue d'opérer comme un poison lent. Il a anticipé les doutes, préparé Charlotte à y faire face, lui inculquant l'idée que toute remise en question n'est qu'une tentative de la faire taire. Cette vision manichéenne renforce son isolement, l'empêchant de voir dans ses interrogations une possibilité de secours. Pour Manu, chaque nouvel élément ambigu est à la fois un espoir et une torture. Il comprend que la vérité n'est peut-être pas totalement verrouillée, mais il sait aussi que le moindre faux pas pourrait sceller définitivement son sort. Il se sent pris dans un jeu dont il ignore les règles, où la présomption d'innocence semble bien fragile face à la gravité des accusations. L'affaire atteint alors un point critique, où plus personne ne peut prétendre qu'elle se résoudra simplement. Les certitudes s'effritent, les nerfs sont à vif, et chacun avance sur une ligne de crête dangereuse. Charlotte et Manu sont désormais enfermés dans un face-à-face indirect, liés par un mensonge qui protège l'une et détruit l'autre,
tandis que la vérité, tapie dans l'ombre, attend le moment propice pour surgir. À ce stade, la tension n'est plus seulement perceptible, elle devient presque physique. Chaque protagoniste avance avec la sensation d'avoir un poids sur la poitrine, comme si l'air manquait dès que l'on s'approche de la vérité. L'enquête, désormais, ne se contente plus d'examiner des faits isolés. Elle cherche des logiques, des enchaînements, des failles. Et dans cette mécanique minutieuse, le plan patiemment construit commence à montrer ses limites. Pour Charlotte, la situation devient de plus en plus difficile à soutenir. Les questions se font plus précises, moins générales, et certaines remarques, pourtant formulées avec prudence, la déstabilisent profondément. On lui demande de revenir sur des détails qu'elle croyait secondaires, sur des chronologies qu'elle a répétées sans jamais les remettre en cause. Chaque nouvelle audition la laisse vider, comme si une partie de son énergie se consumait à chaque réponse. Elle sent confusément que le récit qu'elle a adopté n'est plus aussi solide qu'au début. Non pas parce qu'il est ouvertement contesté, mais parce qu'il doit sans cesse être ajusté, précisé, renforcé. Cette gymnastique mentale permanente l'épuise. Elle craint de se trahir par un mot de trop, un regard mal maîtrisé, un silence trop long. L'angoisse devient un compagnon constant, qui la suit jusque dans ses gestes les plus anodins. Sohan et Marie-Sophie perçoivent cette fragilité, mais l'interprètent comme une conséquence normale du traumatisme. Leur inquiétude se transforme parfois en colère contre ceux qui, selon eux, mettent leur fille sous pression. Ils se crispent, se referment, refusant d'envisager la moindre alternative au récit qu'ils ont adopté. Cette posture protectrice, bien qu'animée par l'amour, contribue paradoxalement à isoler encore davantage Charlotte. Du côté de Manu, la situation est tout aussi étouffante. S'il n'est plus complètement seul face à l'incrédulité, il reste enfermé dans une attente interminable. Les avancées de l'enquête sont lentes, prudentes, et chaque jour sans résolution est une blessure supplémentaire. Il sent toutefois que quelque chose évolue. Certains regards changent, certaines questions prennent une autre tonalité. Ce ne sont pas encore des signes de réhabilitation, mais des indices que la version unique commence à vaciller. Cette évolution tient en grande partie à l'examen plus approfondi du contexte autour de Charlotte. Son malaise antérieur, son comportement au lycée, son malaise en cours, autant d'éléments qui prennent une signification nouvelle lorsqu'ils sont reliés entre eux. L'idée qu'elle ait pu être sous une autre emprise, différente de celle qu'elle décrit officiellement, commence à circuler de manière feutrée, sans être encore formalisée. C'est là que le nom de Sacha revient, d'abord comme une simple hypothèse, puis comme une piste à explorer. Ses interactions avec Charlotte, la nature de leurs échanges, la dynamique qui se dessine entre eux attirent l'attention. Rien n'est encore suffisamment concret pour être exposé au grand jour, mais l'ombre de ce personnage devient plus dense, plus inquiétante. Le manipulateur, jusque-là invisible, commence à se dessiner en creux. Charlotte, elle, sent cette menace se rapprocher. Elle devine que si Sacha est mis en lumière, tout son édifice risque de s'effondrer. Cette perspective la terrifie autant qu'elle la soulage. Une partie d'elle aspire à ce que tout s'arrête, à ce que quelqu'un voie enfin au-delà du mensonge. Mais une autre partie, nourrie par la peur et la culpabilité, s'accroche encore au récit qu'elle a construit, convaincue qu'il est trop tard pour reculer. L'emprise de Sacha, pourtant, montre ses propres failles. À force de vouloir tout contrôler, il laisse apparaître des incohérences, des excès de confiance. Il sous-estime la capacité de l'enquête à relier les points, à dépasser les apparences. Cette arrogance silencieuse devient son point faible, celui qui pourrait précipiter sa chute. Mais pour l'instant, il continue de tirer les ficelles, persuadé que tout lui échappe encore. La pression atteint alors un niveau critique. Charlotte se retrouve au bord de l'effondrement, oscillant entre des moments de froideur presque mécanique et des phases de panique incontrôlée. Manu, de son côté, sent que la vérité est proche, sans savoir si elle suffira à le sauver. Les deux sont prisonniers d'une attente insupportable, chacun pour des raisons opposées, mais également destructrices. Dans ce climat tendu, plus personne ne sort indemne. Les certitudes s'effacent, les positions se radicalisent, et l'idée même de justice semble suspendue à un fil. Tout converge vers une confrontation inévitable, un moment où les masques tomberont et où le prix des mensonges sera enfin réclamé. Reste à savoir qui, de Charlotte, de Manu ou de Sacha, sera capable de supporter ce choc sans être définitivement brisé. Le moment tant redouté finit par arriver sans annonce solennelle, sans éclat particulier. Il s'impose presque banalement, au détour d'une question, d'un silence un peu trop long, d'un regard qui ne fuit plus. L'enquête atteint ce point où chaque élément isolé, jusque-là supportable, devient insoutenable une fois assemblé. La vérité ne surgit pas comme une révélation spectaculaire,
elle s'infiltre, patiente et implacable, jusqu'à rendre toute autre version impossible. Charlotte est la première à sentir que quelque chose a basculé. Les adultes qui l'entourent continuent de se montrer prudents, mais leur posture a changé. Les mots sont choisis avec une attention nouvelle, les silences prennent une autre épaisseur. Elle comprend que l'on ne se contente plus de l'écouter, que l'on cherche désormais à comprendre ce qui se cache derrière son récit. Cette prise de conscience agit comme un choc. Le mensonge, qui lui semblait jusqu'alors la seule issue, devient un piège qui se referme lentement. L'épuisement est total. Charlotte n'a plus la force de maintenir l'illusion avec la même rigueur. Les nuits blanches s'accumulent, les cauchemars se font plus violents, et la frontière entre le vrai et le faux se brouille dangereusement. Elle se surprend à confondre les images, à hésiter sur des détails qu'elle croyait parfaitement maîtriser. Cette fragilité accrue ne passe pas inaperçue et alimente les doutes qui s'étaient déjà installés. Face à elle, l'enquête poursuit son travail de sape. Les incohérences sont relevées, confrontées, mises en perspective. Le bouton de la veste, élément central de l'accusation, perd peu à peu de sa force symbolique lorsqu'il est replacé dans un contexte plus large. Il n'est plus la preuve irréfutable qu'on avait voulu y voir, mais un indice parmi d'autres, incapable à lui seul de soutenir une version aussi grave. C'est dans ce climat que la figure de Sacha prend une place de plus en plus claire. Les échanges, les pressions psychologiques, l'emprise exercée sur Charlotte apparaissent progressivement comme une clé essentielle de compréhension. Le manipulateur, resté jusqu'alors dans l'ombre, devient le fil conducteur d'une mécanique bien plus complexe que prévu. Sans être encore officiellement désigné, il incarne désormais l'hypothèse la plus inquiétante, celle qui pourrait expliquer la dérive de Charlotte. Pour Manu, cette évolution est vécue comme une lente remontée à la surface après une longue apnée. Rien n'est encore réglé, mais il sent que le regard porté sur lui change subtilement. Les soupçons ne disparaissent pas d'un coup, ils s'effritent, remplacés par une prudence différente, moins accusatrice. Cette infime variation suffit à raviver en lui un espoir qu'il n'osait plus nourrir, même s'il reste profondément marqué par ce qu'il a traversé. Le poids des accusations a laissé des traces indélébiles. Manu n'est plus tout à fait le même homme. La confiance qu'il accordait à son environnement, à ses collègues, à l'institution elle-même, a été ébranlée. Il comprend que, même blanchi, il devra vivre avec cette blessure, avec le souvenir d'avoir été, un temps, réduit à un coupable idéal. Cette lucidité nouvelle le rend plus fragile, mais aussi plus conscient de la brutalité des mécanismes sociaux. Pour Charlotte, l'issue se rapproche sous la forme d'un choix impossible. Continuer à nier, au risque de s'enfoncer davantage, ou accepter de regarder en face ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Cette perspective l'effraie profondément, car elle implique non seulement d'admettre un mensonge, mais aussi de reconnaître l'emprise dont elle a été victime. Cela signifie renoncer à une protection illusoire pour affronter une vérité douloureuse. Ses parents, Sohan et Marie-Sophie, sont eux aussi confrontés à une réalité qu'ils avaient refusé d'envisager. Le doute s'immisce, d'abord timidement, puis avec une insistance qui ne peut plus être ignorée. Leur certitude se fissure, laissant place à une angoisse nouvelle, celle d'avoir soutenu un récit qui pourrait ne pas être entièrement vrai. Cette prise de conscience est dévastatrice, car elle les place face à leur propre impuissance. Dans les derniers instants de cette semaine éprouvante, aucune résolution nette n'est encore prononcée. Tout reste suspendu, comme retenu par un souffle fragile. Mais une chose est certaine, le plan initial, aussi diabolique soit-il, ne fonctionne plus aussi parfaitement qu'au début. Les failles sont là, visibles pour qui accepte de les regarder. La vérité, longtemps étouffée, commence à trouver un chemin, prête à éclater au grand jour. Charlotte n'est plus seulement une victime, ni tout à fait une bourreau. Elle est le produit d'une manipulation qui l'a poussée à commettre l'irréparable, tout en la détruisant de l'intérieur. Manu, quant à lui, reste marqué par une accusation qui a failli le briser, même si l'horizon semble s'éclaircir timidement. Quant à Sacha, son ombre plane toujours, mais elle n'a plus la même force, menacée par la lumière qui s'approche. Ainsi se referme cette semaine sombre, où les certitudes ont volé en éclats et où chaque personnage a payé le prix de choix imposés ou consentis. Rien ne sera plus jamais comme avant. Les blessures sont là, profondes, et les conséquences, irréversibles. À Montpellier, le soleil continue de briller en apparence, mais derrière cette lumière, les cicatrices restent, rappelant que certaines vérités, même révélées, ne guérissent jamais totalement.